suis prêt. Alors, nous sommes 170 personnes connectées. On a beaucoup de participants aujourd'hui. Je vous remercie d'être au rendez-vous. Alors, c'est une session un peu particulière. On devait être 3. Madame Chex, qui est formatrice, ne pourra pas nous rejoindre. Donc, je vais faire la présentation avec Maître Bolz. Alors, Maître Bolz est avocat au barreau de Paris, maître de conférences en droit privé à la faculté de Paris-Est. Et il va nous présenter les grandes lignes de la réforme de la procédure civile en pratique. Je prendrai le relais de temps en temps pour vous montrer quelques exemples de recherche sur l'Exis 360 qui vous permettront de suivre cette réforme sur l'Exis 360. Voilà. Donc, comme vous êtes très nombreux, normalement, je devais, moi, regarder le chat box en même temps que la présentation et Madame Chex faire la présentation. Malheureusement, je ne pourrais pas faire la présentation en même temps que je regarde le chat box. Donc, ce que je vous propose, c'est laisser la parole à Maître Bolz, qui va nous détailler les grandes lignes de cette réforme. Et puis, en fin de session, dans la partie chatée, on répondra à quelques questions si on a le temps, dans les 15 dernières minutes. Si malheureusement, on n'a pas le temps d'y répondre, dans ce cas-là, vous m'enverrez par email directement vos questions et on y répondra en décalé. Voilà. Donc, on est parti. Donc, la réforme de la procédure civile. Maître Bolz. Eh bien, on est parti. Chers participants, bonjour. Donc, comme vous le savez, le mois de décembre dernier a été très riche du point de vue de la réforme de la procédure civile. On a 3 décrets et on va surtout parler du décret du 11 décembre 2019. C'est vraiment celui-là qui est le plus important. J'évoquerai aussi le décret du 20 décembre 2019 sur la nouvelle procédure accélérée au fond, mais j'en dirai que quelques mots parce qu'en fait, c'est juste pour l'essentiel une substitution de terminologie, même s'il y a quelques glissements, on en parlera. Et puis le décret du 17 décembre 2019 pour la nouvelle procédure de divorce. Bon, ça, ce n'est pas dans le champ de cette intervention, mais vous voyez là 3 décrets qui sont, en tout cas pour le décret du 11 décembre 2019 et du 20 décembre 2019, qui sont entrés en vigueur au 1er janvier pour l'essentiel. Donc très peu de temps, nous avons eu très peu de temps pour prendre connaissance de ces textes et mesurer l'impact sur nos pratiques professionnelles. Et le praticien n'aime pas qu'on change sa pratique parce qu'il risque de commettre des erreurs et mettre en jeu sa responsabilité. Alors, pour terminer cette brève introduction, je dirais qu'on nous présente cette réforme comme une simplification. En réalité, bon, on a un peu de mal à voir où est la simplification. C'est une réforme très technique, mais sous la technique se cache aussi voilà, une volonté du gouvernement qu'il a toujours affichée déjà dans la loi Belloubet du 23 mars 2019, à savoir de rationaliser au maximum le fonctionnement de l'appareil judiciaire pour répondre, comme on le sait, à contentieux de masse auxquels sont confrontés les tribunaux. Alors, je vais commencer par le commencement parce que ça, c'est quand même… bon, c'est une réforme de procédure, mais c'est aussi une réforme de l'organisation judiciaire. Et c'est ça qui la rend complexe au départ, et l'organisation judiciaire n'a pas été réformée, enfin l'organisation judiciaire civile n'avait pas été réformée depuis 1958, donc on a quand même voilà, un changement important avec la disparition de 2 tribunaux, de 2 juridictions que nous connaissions bien, le TGI et le TI, et puis il y avait les juridictions de proximité. Eh bien tout cela disparaît au profit de la création d'une nouvelle juridiction qui s'appelle le tribunal judiciaire, mais ce tribunal judiciaire, en fait, cette juridiction est assez complexe dans son organisation. Normalement, bon, une fusion du TGI, du TI aurait dû simplifier les choses. En fait, c'est un peu compliqué. Alors, il ne faut pas non plus, voilà, ce n'est pas un bouleversement complet, puisque de loin, si vous voulez, le tribunal judiciaire donc remplace le tribunal de grande instance dans les compétences matérielles qui lui étaient attribuées depuis longtemps. Et puis le juge d'instance disparaît au profit du juge des contentieux de protection. Donc c'est un glissement en fait
terminologique, puisque ces deux juridictions reprennent pour l'essentiel les compétences matérielles telles qu'elles existaient auparavant. Cela dit, attention, parce que il y a aussi la création du tribunal de proximité, en fait, qui sont des chambres détachées, des chambres de proximité, qui sont des chambres détachées des tribunaux judiciaires, pour des raisons politiques et pour ne pas modifier la carte judiciaire. Le gouvernement a souhaité que dans les villes où il n'y avait qu'un seul tribunal d'instance, eh bien que ce tribunal d'instance ne disparaisse pas et qu'on lui substitue cette chambre détachée du tribunal judiciaire. Par contre, dans les tribunaux où il existait à la fois le TJ et le TI, eh bien, cette chambre de proximité n'a pas d'existence. Donc, on a effectivement cette nouvelle organisation et qui sera parfois complexe parce que là où il y aura des chambres de proximité, il y aura aussi un juge des contentieux de protection. Ces chambres de proximité pourront aussi comporter un juge de l'exécution. Donc, on va avoir un système assez complexe avec des problèmes de compétences, en fait, plus de compétences territoriales dans les départements où et ils sont assez nombreux. Alors, ça ne concerne pas la région parisienne, mais pour nos confrères de province, dans certains départements, il y avait 3 TGI et un certain nombre de TI isolés, ce qui va rendre les choses assez complexes du point de vue du choix de la juridiction. Donc, il faudra faire attention. Alors, le juge comme je vous l'ai dit, le juge des contentieux de protection, c'est pour l'essentiel l'ancien TI, à savoir les 3 grands contentieux, les baux, l'habitation, le crédit et le droit de la consommation. Il se voit aussi adjoint l'administration des tutelles, voilà, même si ce n'est pas une matière contentieuse, c'est une matière gracieuse, mais voilà, le législateur n'a pas fait très attention à son choix de terminologique, mais peu importe. Donc, on va avoir voilà, cette nouvelle organisation avec des petites modifications quand même concernant le taux du ressort, et on aura toujours des compétences concurrentes entre le tribunal judiciaire et le JCP dans les actions en paiement notamment, puisque on aura toujours un taux du ressort qui a été élevé à 5 000 euros. Avant, il était de 4 000 euros. Donc, on pourra toujours faire appel lorsqu'on sera devant le JCP entre 5 000 et 10 000 euros. Et les chambres de proximité ou le juge le JCP qui sera au sein de la chambre de proximité sera compétent jusqu'à 10 000 euros. Bon, donc vous voyez, ça c'est la nouvelle organisation. Donc de loin, on a voilà, un glissement de compétences qui reprend encore une fois les compétences telles qu'elles existaient. Mais attention au taux du ressort qui a été élevé, sauf pour les prud'hommes, il a été maintenu à 4 000 euros, mais le taux du ressort a été élevé. Alors, pour terminer sur ces questions de compétences, le législateur a quand même créé quelque chose qui est assez utile, c'est le règlement administratif des questions de compétences, c'est-à-dire que on aura un couloir unique devant le tribunal judiciaire et si on se trompe de juridiction au sein du tribunal judiciaire, entre, je ne sais pas, le JCP, le JAF, le GEX ou une chambre de proximité ou le tribunal judiciaire en lui-même, eh bien, le tribunal pourra de lui-même orienter le dossier devant le bon juge. Donc, ce règlement administratif se fera de manière automatique. Il pourra donner lieu néanmoins à une contestation de la part d'une des parties si celle-ci n'est pas d'accord avec ce règlement administratif. Donc, simplification, mais maintien de l'exception d'incompétence lorsque les parties, sans doute le défendeur, souhaite contester le choix de la juridiction qui a été opéré par les services administratifs. Alors, en fait, ce qui est aussi important, ce sont les compétences futures. Parce qu'en réalité, la nouvelle organisation judiciaire, l'idée du législateur, c'est de spécialiser les juridictions. Et là encore, lorsqu'on a plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département,
eh bien, certains contentieux spécialisés ou particuliers, d'ailleurs selon voilà, certaines logiques locales qui connaissent certains contentieux particuliers, eh bien, ces juridictions pourront être spécialisées. Donc, ces compétences, elles vont évoluer. Et il faudra faire très attention, justement, de bien suivre. Bien sûr, ces textes feront l'objet de décrets qui seront publiés, mais cette question n'est pas fermée, elle reste ouverte avec cette nouvelle organisation future de ces juridictions. Donc, voilà, sur ces questions, je crois qu'on a fait le tour et je vais donner la parole à Daniela. Daniela, voilà. À Daniela pour qu'elle vous montre comment vous y retrouver dans 360 avec ces nouvelles règles. Merci, maître. Alors, nous avons fait, enfin, les rédactions procédures civiles ont fait un énorme travail au pas de course pour mettre à jour la plupart de nos contenus. Il reste quelques contenus encore que nous avons commandés et qui sont en cours de livraison. Je vais vous montrer rapidement pour laisser le maximum de temps à Maître Bolz. Je vais vous montrer rapidement comment suivre toutes ces réformes sur l'Exis 360. La première recherche que vous pouvez faire, qui est très simple et qui est très générique, traite du tribunal judiciaire, puisque c'est une nouvelle dénomination, donc ce que vous trouverez sur le tribunal judiciaire est forcément récent. Vous voyez ici sur le filtre général, donc vous êtes sur la page d'accueil. Dans tous les contenus, vous pouvez chercher tribunal judiciaire. Et puis, sur la liste de résultats, vous allez filtrer sur les encyclopédies et vous prenez les commentaires, ce qui vous permettra d'avoir les commentaires. Je vais essayer de vous le montrer en vrai. Donc, si je mets tribunal judiciaire, voilà, donc vous avez une liste de résultats qui fait plus de 500 résultats. Et l'idée, c'est d'aller regarder vraiment dans les encyclopédies pour commencer votre recherche. Et en particulier dans les commentaires, on regardera pour les formules après. Voilà, si je prends l'encyclopédie procédure civile, donc vous voyez, nous avons un certain nombre de résultats, 268, assez récents, puisque la rédaction de procédure civile a remis à jour l'ensemble des collections, l'ensemble de sa collection sur cette réforme. Et donc, ça illustre effectivement le propos de Maître Bolz sur la compétence matérielle et territoriale là, sur le tribunal judiciaire, le contentieux de la protection, voilà, tout ce qui est règles de fonction, de coordination, l'organisation et le fonctionnement. Donc, vous voyez qu'il y a déjà pas mal de choses dans le jurisclasseur procédure civile que vous pouvez consulter et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour suivre cette réforme. Voilà. Je vous repasse la parole. Je vous remercie. Alors, j'ai pensé qu'il était important de vous présenter sous forme, j'appelais ça tableau, mais en fait, cette réforme a opéré des modifications importantes dans le livre 2, les dispositions notamment relatives au tribunal judiciaire, et le titre premier de cette partie du code a été totalement refondu avec une nouvelle numérotation, ce qui est aussi un peu compliqué pour le praticien. Et je voulais juste, en fait, comme une carte pour vous repérer dans ce nouveau territoire, vous montrer que le législateur a ouvert deux grands chapitres dans ce titre, avec les procédures écrites et les procédures orales.
Donc, on a effectivement l'idée qu'il y a plusieurs procédures maintenant qui sont bien identifiées dans le nouveau code. Pour les procédures écrites, eh bien, c'est la procédure contentieuse ordinaire, donc qui reprend la procédure TGI telle qu'elle existait. On a la procédure en matière gracieuse et le juge unique, voilà, qui a des compétences particulières en matière de paraphes pour les huissiers, les commissaires-priseurs. Mais voilà, on a 3 procédures écrites et on a 3 procédures orales. La procédure ordinaire, et qui est le pendant en fait de la procédure contentieuse ordinaire, mais c'est la procédure ordinaire qui est l'ancienne procédure TI, voilà, qui est reprise, mais dans une organisation qui, encore une fois, sépare les procédures écrites et les procédures orales. Donc, la procédure dite ordinaire, les ordonnances de référé et la fameuse procédure accélérée au fond qui remplace l'ancienne, ce qu'on appelait les référés, les procédures en la forme des référés. Voilà. Donc, c'est important de bien saisir en fait cette nouvelle organisation des procédures et la distinction entre la procédure écrite et la procédure orale, qui, et ça me permet de passer à la question suivante qui est importante, surtout pour nous, c'est l'extension de la procédure avec représentation obligatoire, parce que d'un côté, vous voyez, le législateur consacre la distinction entre procédure orale et procédure écrite, mais en même temps remet en cause ce qui était un principe assez ancien, à savoir que les procédures écrites correspondaient à des procédures avec représentation obligatoire avec un avocat, les procédures orales étant sans représentation obligatoire par un avocat. L'exemple que l'on va donner, c'est les référés, voilà, la procédure orale par excellence, sans représentation obligatoire, qui aujourd'hui est devenue une procédure avec représentation obligatoire. Donc, je vais vous parler de cela. L'extension de la représentation obligatoire, elle est d'abord devant le tribunal judiciaire, mais aussi devant les juridictions spécialisées. Alors, devant le tribunal judiciaire, c'est normal, hein, c'est la règle qui existait auparavant. Devant le tribunal de grande instance, en principe, la représentation était obligatoire. L'article 760 reprend le principe et simplement ensuite va assortir ce principe d'un certain nombre d'exceptions qui figurent à l'article 761 du Code de procédure civile. Alors, là, ce qui reste sans représentation obligatoire, ce sont les procédures devant le juge des contentieux de la protection, ce qui là encore reprend la règle ancienne suivant laquelle il n'y avait pas d'avocat obligatoire devant le tribunal d'instance. Et puis un certain nombre de matières qui sont énumérées dans le Code de l'organisation judiciaire, dans un tableau, le fameux tableau 4.2, annexé au Code de l'organisation judiciaire, qui correspond en fait aux compétences des chambres de proximité, voilà, qui, en fait, si vous voulez, moi je comprends les choses comme ça, mais le TI a été scindé en deux, si vous voulez, ce qui n'est pas forcément une source de simplification, puisque le TI, en fait, c'est le JCP et ces fameuses chambres de proximité. Alors ensuite, il y a les demandes en paiement, enfin, portant sur une obligation dont le montant est inférieur ou égal à 10 000 euros. Donc, c'est le taux, voilà, le montant de la demande, au-delà duquel la représentation est obligatoire. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que lorsque la compétence du tribunal judiciaire est exclusive, voilà, nonobstant le montant de la demande, eh bien, la représentation est obligatoire, mais c'était déjà aussi le cas auparavant, lorsqu'on était en présence d'une compétence exclusive du tribunal, voilà, du TGI et aujourd'hui du tribunal judiciaire, la représentation était aussi obligatoire. Alors, lorsque on est devant la juridiction spécialisée, là encore, alors ce sont des contentieux très particuliers et des litiges assez complexes, notamment en matière de loyers commerciaux, le contentieux de la fixation des loyers commerciaux, dans le contentieux familial pour la demande de révision de la prestation compensatoire,
ou dans les procédures de retrait total ou partiel de l'autorité parentale, eh bien, il y a représentation obligatoire. En revanche, vous voyez, il y a des finesses auxquelles il faut vraiment faire attention. Les demandes de délégation de l'autorité parentale, elles restent exemptées de représentation obligatoire. Le contentieux de l'établissement de l'impôt fait aussi l'objet maintenant d'une représentation obligatoire et devant le GEC, ça c'est une grande innovation aussi, devant le juge de l'exécution, pour les créances qui ne dépassent pas évidemment 10 000 euros, eh bien la représentation est obligatoire. Il n'y a pas de représentation obligatoire pour la saisie des rémunérations devant le juge de l'exécution et devant le JCP en matière d'expulsion. Voilà. Donc là encore, vous voyez, c'est cette réforme technique. Il faut faire attention à toutes ces finesses pour éviter de se tromper. Grande innovation aussi, c'est la représentation obligatoire devant le tribunal de commerce, sauf bien entendu, là encore une fois, si la demande excède le montant de 10 000 euros, et cela y compris en référé. Donc ça, c'est aussi très important. Et il y a quelques questions devant le tribunal de commerce qui restent avec dispense de représentation obligatoire. Bon, ce sont les procédures en matière de gage des stocks et des gages sans dépossession, qui n'est pas une question importante. En revanche, les procédures collectives, qui sont une question très importante, restent sans représentation obligatoire. De même, tous les litiges qui concernent la tenue du registre du commerce et des sociétés, enfin, qu'on appelle les formalités, eh bien, elles restent sans représentation obligatoire. Donc, pour le tribunal de commerce, s'il n'y a pas de représentation obligatoire, les règles de représentation et d'assistance par les parties restent inchangées, c'est-à-dire toute personne peut aller assister, représenter une partie devant le tribunal de commerce, et devant le tribunal judiciaire, eh bien, les textes reprennent en fait la liste des personnes qui pouvaient déjà, comme auparavant, représenter un plaideur devant le tribunal d'instance. Alors, à part évidemment le choix d'un avocat, c'est toujours le conjoint, le concubin, le partenaire, parent ou allié en ligne directe et en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, et puis les personnes exclusivement attachées au service personnel du plaideur ou son entreprise. De même, l'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics sont toujours de façon générale dispensés de se faire représenter par un avocat. Donc, voilà ces extensions de compétences. Pour les compétences exclusives, parce qu'il faut faire attention aussi, le Code de l'organisation judiciaire a été aussi, surtout le livre 2, a fait l'objet d'une nouvelle numérotation. Je vous renvoie à l'article R211-3-26, R211-3-26 du Code de l'organisation judiciaire qui vous donne la liste des compétences exclusives devant le tribunal judiciaire qui impose de constituer un avocat. Donc, la question maintenant que je voulais aborder, qui suit en fait ces questions de représentation obligatoire, c'est deux petites choses. C'est l'impact sur les règles de postulation, puisque ces règles de postulation, eh bien, elles sont maintenues. Et par là même, lorsqu'on aura un référé dans un autre barreau, eh bien, il faudra constituer un confrère. Donc, toutes ces nouvelles représentations obligatoires, bien sûr, impactent les règles de postulation, sauf devant le tribunal de commerce, puisqu'il n'y a pas de postulation devant le tribunal de commerce. Donc, ça, c'est important. Et puis, l'autre chose que je voulais ajouter, bon, il faut aussi faire attention à la règle de notification des jugements. Vous savez que lorsque la représentation est obligatoire, toute signification d'un jugement doit être faite à l'avocat de la partie adverse. Et donc, comme cette représentation obligatoire est étendue, eh bien, cette formalité l'est d'autant. Voilà. Et donc, il ne faudra pas oublier de suivre cette règle qui oblige la signification préalable à l'avocat avant de signifier à partie. Donc ça, c'était les deux questions voilà, qui
pratique qui ressort de l'extension de l'aéro. Je vais maintenant laisser la parole à Daniela qui va vous montrer comment c'est organisé dans 360 degrés. Oui, merci maître. Alors effectivement, on voit que c'est très structurant hein, sur les contentieux à venir, cette question de la représentation obligatoire. Et très rapidement dans nos revues, nous avons commandé quelques articles, pas mal d'articles, qui vous permettent d'y voir plus clair et de faire un panorama un peu complet sur quelles sont les postulations, devant quelle juridiction la représentation est obligatoire ou pas, et suivant les degrés. Donc pour illustrer ce que vient de dire Maître Bolz, je vais vous montrer une recherche que vous pouvez faire très rapidement sur les revues pour avoir l'ensemble des articles qui parlent de ces questions. Donc ici, dès la page d'accueil, vous pouvez sélectionner un contenu en particulier. Donc ici, je vais sélectionner les revues, puisque là, on cherche des articles pour nous donner un espèce de panorama global de ces nouvelles règles de représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire. Donc je reprends mon article, je reprends ma recherche tribunal judiciaire, puisque c'est ce dont il s'agit exclusivement, et je vais y rajouter représentation obligatoire entre guillemets. Alors pourquoi je le mets entre guillemets? Vous savez que le moteur de recherche Lexis 360 met des « et » entre chaque mot, donc représentation obligatoire étant une expression exacte, je vais chercher les deux mots à coller l'un à côté de l'autre et tribunal judiciaire à côté, ce qui permet de restreindre un petit peu le nombre de résultats. Donc j'en ai 399 et vous voyez bien que dans les premières occurrences, j'ai beaucoup la revue procédure évidemment avec des modèles d'assignation et puis les différents actes et les procédures. Donc, ce sont vraiment des articles génériques qui va vous donner à la fois des informations générales sur la nouvelle organisation judiciaire et les différentes compétences, mais qui va vous donner également des modes d'emploi, des modèles de saisine sur l'ensemble des postulations, des représentations obligatoires devant le tribunal judiciaire. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre les revues qui ont vraiment été, comme vous le savez, hein, les encyclopédies sont mises à jour en continu, mais l'actualité, elle est vraiment traitée à fond dans les revues. Donc depuis 3 mois, les équipes ont commandé énormément d'articles et il y en aura d'autres sur les difficultés à venir et surtout sur les premiers contentieux à venir. On est très attentif à regarder ces règles de compétences. Vous savez qu'on publie beaucoup d'articles très techniques sur le contentieux lui-même. Donc, quand il y a des conflits, des rejets liés à la procédure qui n'est pas suivie, ce sont d'abord dans les revues qui seront traitées, puis ensuite dans les encyclopédies. Voilà, donc vous pouvez créer une veille, par exemple, pour suivre ces questions dans les revues. Donc, si je crée une veille ici, je vais recevoir à l'avenir par email toutes les occurrences, tous les articles qui auront fait l'objet de cette recherche. Donc, c'est comme la veille pour rappeler ce que c'est. Elle rejoue la requête, donc cette requête-là, donc avec ces mots-là, elle la rejoue de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, selon votre souhait, et elle vous envoie par email les nouveaux documents, uniquement les nouveaux documents qui sont publiés en ligne, en temps réel. Donc, dès qu'il y a un nouvel article dans une revue quelle qu'elle soit qui reprend ces mots-là, vous les aurez par email à partir, dans votre fil d'actualité qui du coup est complètement personnalisé. Voilà, je repasse la parole à Maître Bolz. Bien, alors nous abordons une autre question qui est l'extension, voire la généralisation des préalables amiables obligatoires ou des modes alternatifs de règlement des litiges. Donc, on peut dire que tout ça, ça nous pendait au nez depuis un certain nombre de mois. Les magistrats, les chefs de juridiction souhaitaient généraliser la CPO avec une sanction très simple qui est l'irrecevabilité. Bon, donc
qu'ils ont obtenu gain de cause. Donc cette extension de la conciliation préalable obligatoire, alors incidemment en matière de divorce, elle est supprimée. Bon, ce qui pas toujours qui montre que ce n'est pas toujours une bonne idée, mais toujours est-il que dorénavant, dans l'acte introductif d'instance, c'est indiqué, et ça fait partie évidemment des nouvelles mentions obligatoires, c'est l'article 54 cinquièmement, 54 cinquièmement, qui oblige à indiquer dans l'acte introductif d'instance les diligences qui ont été entreprises ou la dispense d'une telle tentative. En fait, la difficulté, c'est justement cette notion de dispense, puisque elle va faire l'objet sans doute d'un contentieux, puisque en fait l'article 750-1 indique de manière plus précise, pour l'assignation devant l'acte introductif d'instance devant le tribunal judiciaire, qu'à peine d'irrecevabilité qui pourra être prononcée d'office, eh bien, les parties devront indiquer, être plus prolixes sur le choix du mode qu'elles auront choisi pour tenter de trouver une solution amiable. Donc, on a effectivement la conciliation, la médiation, ou la procédure participative. Donc, il faudra indiquer, ce qui peut être un peu compliqué selon les dossiers, de quelle façon, quel choix a-t-on fait, de quel mode a-t-on choisi, pourquoi ça n'a pas marché. Et il faudra aussi, éventuellement, si on estime être dispensé de cette conciliation préalable obligatoire, le justifier dans son acte introductif d'instance. Et là, c'est quand même un peu compliqué, puisque l'article 750-1, troisièmement, parle d'un motif légitime, ce qui est très large, on le sait bien, un motif légitime qui tient à l'urgence manifeste ou aux circonstances de l'espèce, qui rendrait impossible cette tentative, ce qui, là encore, pour moi, avocat, ouvre le champ d'une contestation éventuelle en indiquant que, à mes yeux, avocat du défendeur, eh bien, on n'est pas dans un cas de dispense, il n'y a pas de motif légitime, il n'y a pas d'impossibilité. Et de manière encore plus curieuse, le texte prévoit aussi une cause de dispense légitime, qui est tout simplement l'indisponibilité des conciliateurs de justice. Voilà. Les conciliateurs de justice qui sont des bénévoles et qui à qui on confie des missions de conciliation, eh bien, les effectifs étant assez faibles, eh bien, le législateur a déjà intégré l'idée qu'il n'y en a pas assez, et donc du coup, ça serait un motif légitime de ne pas avoir procédé à cette tentative. Donc là encore, c'est compliqué. En tout cas, on parle de généralisation de ce préalable amiable pour toutes les demandes inférieures à 5 000 € et les conflits de voisinage. Voilà, donc les demandes inférieures à 5 000 € qui seront soit devant le JCP, soit devant la chambre de proximité, et les conflits de voisinage, bornage, servitude, droit de passage, tous ces conflits de voisinage font l'objet d'une liste dans le code de l'organisation judiciaire. Voilà, donc c'est là aussi très important, et notamment, alors j'y reviendrai je peux peut-être en parler maintenant, c'est la procédure participative, parce que en fait, c'est un outil que le législateur souhaite développer. Alors pour nous, avocats, c'est important, parce que la procédure participative, c'est une procédure qui se fait qu'avec des avocats. Et c'est vrai qu'en pratique, moi j'avoue ne pas y recourir beaucoup, pour ne pas dire pas du tout. Je pense qu'il va falloir changer nos habitudes, parce que c'est un outil, j'en reparlerai dans l'organisation de ce qu'on appelle les nouveaux circuits devant le tribunal judiciaire, où cette procédure participative est totalement intégrée à la mise en état. Donc on voit bien qu'il y a
notamment lors de l'audience d'orientation, j'en reparlerai un peu plus loin, une volonté, une incitation très forte à recourir à cet outil. Bon, à première vue, il n'y a pas de raison de ne pas vraiment réfléchir sérieusement à y recourir. Ça présente l'avantage quand même que les avocats restent saisis en fait de ce processus. Ils en ont la maîtrise et ça peut effectivement être intéressant pour nous. Alors, je ne sais pas si vous voulez, Daniela, maintenant. Non, on va peut-être. Non, on n'a pas prévu d'exemple sur les marles parce que le temps tourne et que. Oui, il faut avancer. Alors, les nouveaux modes d'introduction de la demande, là encore, on avait cinq façons de saisir une juridiction, l'assignation, la requête conjointe, la déclaration et la présentation volontaire. Bon, il n'y en a plus que deux, l'assignation et la requête. Bon. Donc, avec des nouvelles mentions qui doivent apparaître, là, on évoquait il y a un instant les mentions relatives à la tentative de conciliation amiable. On va avoir un certain nombre de nouvelles mentions et vous les trouvez tout simplement. Alors, ça a été un petit peu renuméroté là aussi aux articles. Alors, l'article 54 qui est applicable à l'assignation et à la requête, et pour l'assignation, l'article 56, et pour la requête, l'article 57. Alors, l'assignation, les nouvelles mentions, d'ailleurs qui sont communes à l'assignation et à la requête, c'est tout d'abord les références électroniques et téléphoniques, le numéro du téléphone mobile du demandeur ou celui de son avocat. Bon, on aura aussi effectivement les mentions, alors qui est la mention la plus importante, mais qui est reportée au 1er septembre, mais c'est l'idée que l'assignation sera à date, toutes les assignations seront à date, y compris l'assignation devant le tribunal judiciaire. On a aussi dans l'assignation, même si bon, la pratique, les praticiens, les avocats avaient déjà l'habitude de le faire, mais ça sera obligatoire, la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau. Et c'est la même chose pour la requête, la liste des pièces sur laquelle est fondée la demande. Alors, c'est la question qui va être un peu compliquée pour les justiciables, c'est entre 5 000 et 10 000 euros. Où l'assignation est obligatoire, mais pas l'avocat. Donc, les parties seront renvoyées à rédiger elles-mêmes leur assignation, ce qui sera peut-être compliqué. Alors, attention aussi, dans les nouvelles mentions, bien sûr, la constitution d'avocat, celle qui doit apparaître dans l'assignation, bon, mais aussi, évidemment, l'acte de constitution du défendeur, et avec un délai qui est un délai de 15 jours pour constituer, voilà, qui est un délai qui était l'ancien délai devant le tribunal de grande instance. Et la constitution, l'acte de constitution, eh bien, il faut à tout prix que, sous peine d'irrecevabilité, que le défendeur remet dans les 15 jours sa constitution au greffe, avec la difficulté qu'auront voilà, les justiciables qui n'auront pas d'avocat. Alors, sur les nouveaux délais, alors on a un petit peu de temps pour bien digérer tout ça, parce qu'encore une fois, c'est reporté au 1er septembre, parce que le système n'est pas, le système informatique qui est prévu par la chancellerie n'est pas encore opérationnel. C'est l'idée qu'il faudra, à compter voilà, de la date qui vous sera donnée par le service du greffe, il faudra placer l'assignation dans le délai de 2 mois. Avant, c'était 4 mois, maintenant c'est 2 mois. Et il faut donc bien intégrer ce nouveau délai, avec l'idée que ce délai pourrait être voilà, raccourci à 15 jours lorsque la date voilà, n'aura pas été donnée par le système classique RPVA. Donc, cette difficulté qu'on aura effectivement de placer dans les 15 jours, un peu comme les procédures d'ailleurs de référé ou devant le tribunal de commerce, de placer très rapidement
son assignation. Donc, c'était les deux questions sur lesquelles il fallait vraiment prêter attention. Le législateur n'a pas prévu de délai particulier pour la constitution devant le tribunal de commerce, mais bon, il n'y a pas de postulation, c'est peut-être pour ça. Mais voilà, sur ces nouveaux délais, bien faire attention. Mais là, encore une fois, attendons que le 1er septembre pour que le système puisse montrer comment tout ça fonctionne. D'accord. Alors, du coup, là, je reprends effectivement la parole pour vous montrer ce qu'on est au cœur du réacteur. Il s'agit vraiment d'un mode d'emploi. Comment on fait maintenant pour assigner? Donc, nous avons eu très peu de temps pour réagir comme vous, même si c'est septembre. Le décret étant paru, il a fallu tout de suite mettre en place de nouveaux modèles de formules. Donc là, je vais vous parler des formules et de modèles, des nouvelles formules, des formules qui vous permettent d'être opérationnels le plus vite possible. Elles sont toutes à jour dans l'Exis 360 et vous pouvez vous en servir. Nous avons nous avons tout mis à jour le plus rapidement possible. Autant, c'est vrai que sur des projets de loi, on a le temps de préparer un petit peu parce qu'on suit les travaux parlementaires et on arrive à anticiper un petit peu les réformes. Autant quand il s'agit d'un décret, il faut qu'on soit très rapidement réactif, il faut qu'on soit beaucoup plus réactif. Voilà. Heureusement qu'il y avait effectivement un délai pour que cette réforme rentre en application. Donc, comment est-ce que vous allez regarder, chercher, trouver tous les formules et modèles qui correspondent maintenant aux nouvelles règles contentieuses? Toujours pareil, je vous conseille, puisqu'on sait ce qu'on va chercher, on va chercher une formule ou un modèle. Vous savez que les formules et modèles peuvent venir chez nous dans nos contenus de plusieurs sources. Il y a des formules et modèles dans les revues, il y en a dans les encyclopédies et il y en a également dans Poly, dans le logiciel Lexis Poly, qui est un logiciel de gestion, d'administration des cabinets, dans lequel il y a un rédacteur d'actes très fourni qui permet un peu comme... voilà, c'est un rédacteur d'actes et donc il y a plus de 8000 formules, y compris des formules contentieuses qui permettent de gérer le cabinet. Donc, je vous conseille, puisqu'on sait qu'on va chercher des formules et modèles, d'aller directement appliquer formules et modèles et on va chercher assignation devant le tribunal judiciaire. Voilà. Vous avez les mots tels qu'ils nous viennent, un peu comme Google. En fait, c'est une recherche très intuitive et vous voyez, on a tout de suite des modèles d'actes et également des formules du procédure formulaire. Alors, la différence entre les modèles d'actes et les formules du jurisclasseur, c'est que les formules du jurisclasseur vont être commentées par des auteurs. Elles vont vous permettre d'avoir plus de matière doctrinale autour, qui vont vous permettre de choisir telle ou telle clause ou choisir telle ou telle formule. Le modèle d'acte est issu du logiciel Poly. Donc, il est très opérationnel. C'est vraiment un closier, ce qui suppose que vous soyez déjà très à l'aise avec la formule telle que vous allez l'utiliser. Voilà. En cherchant dans formules et modèles, vous avez l'ensemble des formules et modèles qui sont sur Lexis 360 et vous avez vraiment une vue panoramique de tout ce que nous avons produit. Vous pouvez évidemment rajouter, par exemple, filiation pour filtrer sur uniquement les modèles liés à la filiation. Voilà. Vous pouvez rajouter des mots pour filtrer. Voilà. Je vous repasse la parole. Oui, merci. Alors, nous allons maintenant parler de cette procédure, la nouvelle procédure, enfin l'ancienne procédure TJI, contentieux ordinaire avec procédure TJI. Alors, ce qui est significatif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la convention participative, c'est la création d'une audience d'orientation avec de nouveaux circuits judiciaires. Et l'idée que cette audience d'orientation remplace ce qu'on appelait la conférence du président, qu'en fait, c'est une audience d'orientation de l'affaire. C'était une mesure d'administration judiciaire. L'affaire a été distribuée par le président devant la chambre compétente.
Mais maintenant, on a cette audience d'orientation à laquelle les avocats sont appelés à être présents, puisque le magistrat est censé leur demander s'ils entendent conclure une convention de procédure participative. Voilà, ça c'est le nouvel article 776. Et il est certain que ça, c'est vraiment l'idée du législateur, c'est de nous, pas de nous forcer bien sûr, parce que tout repose sur le consentement dans les modes alternatifs, mais du moins de nous inciter fortement à utiliser ce nouvel outil. Et de là, effectivement, l'affaire sera orientée, soit clôture et fixation, soit on aura deux circuits de mise en état, un circuit long, un circuit court, et puis le fameux circuit de la convention de procédure participative, où en fait, c'est un peu l'idée que les avocats puissent organiser comme ils l'entendent leur mise en état. Donc c'est quand même assez fort comme idée, notamment en ce qui concerne les mesures d'instruction, en ce qui concerne la prise en charge de certains frais. Enfin bref, on peut faire du sur-mesure, on peut faire une mise en état conventionnelle, c'est intéressant, avec l'idée qu'on peut toujours réintégrer évidemment le circuit classique de la mise en état si cette tentative, si cette convention participative n'a pas pu donner lieu à un accord, ça peut être un accord partiel d'ailleurs, mais voilà, donc on a cette nouvelle idée de la mise en état conventionnelle. Alors, le nouveau régime des fins de non-recevoir, je vais aller très vite, mais faites attention parce que c'était un piège de procédure assez classique. Les exceptions de procédure, il fallait les soulever devant le juge de la mise en état, mais pas les fins de non-recevoir, qu'il fallait les soulever seulement devant le tribunal. Bon, dorénavant, on peut soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état avec un système assez complexe, puisque on le sait, certaines fins de non-recevoir dépendent de questions de fond, donc suppose, ce qui est un peu paradoxal, qu'on examine la question de fond, je pense à la prescription, la qualification de l'action pour connaître le délai de prescription et pour savoir si la prescription est acquise, eh bien cette question de fond pourrait être renvoyée au tribunal par le juge de la mise en état ou à la demande des parties. Voilà, ce qui crée un régime assez compliqué. Mais en tout cas, voilà, attention à ces fins de non-recevoir. Autre chose, c'est la procédure sans audience, qui d'ailleurs fait partie des mentions. Alors, ce ne sont pas des mentions obligatoires, mais des mentions facultatives qui peuvent figurer dans l'acte introductif d'instance, selon laquelle le demandeur renonce en quelque sorte à une audience. Alors, cette procédure sans audience, elle est assez souple parce que on peut la demander, on peut effectivement après souhaiter qu'il y ait quand même une audience, donc il n'y a pas de choix irréversible. Ça correspond déjà, je trouve, à la pratique que nous avons de déposer nos dossiers dans certaines, dans certaines procédures, pas toujours indispensable de plaider, mais là encore, c'est un instrument incitatif, voilà, de développer, même pour les procédures orales, ce qui est quand même le plus grand paradoxe, pour les procédures orales, devant le JCP par exemple, eh bien de pouvoir fonctionner avec une procédure sans audience. Bon, ça renforce effectivement le caractère organisé des procédures orales issues du décret de 2010 sur la possibilité de déposer des écritures pour ne pas avoir à se présenter à l'audience. Donc voilà sur ces questions. Je redonne la parole à Daniela pour vous montrer le lien avec les outils de Lexis. Alors, je vois que l'heure tourne. Ce que je vous propose, là, ce que je voulais vous montrer à ce moment-là en particulier, c'était la recherche sur les textes sur Lexis 360 et notamment le comparateur de versions que nous avons et le suivi. Comme j'aimerais vraiment que vous alliez jusqu'au bout de votre oui, on propos, va avancer. On va avancer. Je voudrais juste dire aux participants que le document qui défile à l'écran avec les exemples, les copies des exemples sur Lexis 360 est disponible dans la boîte, enfin dans le webinaire. Vous pouvez le récupérer tout de suite dans Documents à distribuer, vous voyez 1 sur 5. Donc le PowerPoint est disponible là et vous avez les copies d'écran des exemples qu'on vous propose pour suivre cette réforme sur Lexis 360 sur les textes. Voilà, et donc on va passer tout de suite à l'exécution provisoire, si vous le voulez bien, pour pouvoir avancer dans nos propos. Alors, l'exécution provisoire, là encore,
c'est pas une surprise puisque c'était déjà une question qui tournait au-dessus de nos têtes. Bon, le législateur là a franchi le pas et désormais l'exécution, en fait, le principe a été inversé. Toutes les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf évidemment lorsque l'exécution provisoire est interdite par la loi, ou alors si la décision n'en dispose autrement. C'est-à-dire que voilà, avant, on demandait au juge l'exécution provisoire, qu'il accordait d'ailleurs très, très souvent. Maintenant, il va falloir lui demander de ne pas l'accorder. Et c'est d'autant plus important parce que si vous ne le demandez pas à ce moment-là, vous allez être en difficulté pour solliciter la suspension de l'exécution provisoire devant le premier président de la Cour d'appel. Donc, cette nouvelle organisation nous amène là aussi à modifier nos pratiques en demandant et en justifiant, en faisant état déjà de circonstances, de conséquences, manifestement excessives, mais de le faire, de l'anticiper. Voilà. Parce qu'on a un nouveau régime, effectivement, de garantie des recours. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais deux idées quand même très importantes. Il faut absolument, effectivement, exploiter le régime des garanties qui existent, voilà, pour ne pas encourir le risque d'exécution si jamais, effectivement, en appel, la décision est infirmée, donc pouvoir garantir la représentation des fonds qui ont servi à exécuter la décision. Et puis, le deuxième idée, pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire, ça va être c'est beaucoup plus difficile, puisque non seulement, effectivement, il y a ces conséquences manifestement excessives, mais il faudra aussi faire état d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Voilà, donc ce qui, là encore, va limiter encore plus les cas de suspension de l'exécution provisoire. Est-ce que Alors là, je voudrais montrer quand même un tout petit exemple parce qu'il s'agit de jurisprudence et c'est important pour les avocats qui nous écoutent. Je vais juste vous montrer très rapidement comment suivre la jurisprudence sur cette réforme. Il y a deux choses. La jurisprudence sur les articles du CPC, je pense que toutes les personnes qui suivent ces webinaires étant déjà clientes ont déjà une formation initiale, donc vous savez suivre la jurisprudence, les retombées jurisprudentielles sur un article de code de manière générale. Ce qui est intéressant là et que je voudrais vous montrer, c'est qu'il y a déjà du contentieux sur le décret, puisqu'il y a voilà, le contentieux a déjà commencé à tomber. Alors là, tout est un peu arrêté en ce moment, mais pour suivre le contentieux sur le régime provisoire, en fait, la période intermédiaire, je vous propose un exemple. En recherche générale, on va chercher le numéro de décret. Alors, 2019. Vous le mettez entre guillemets parce que vous savez que le tiret étant un mot vide, sinon il a un petit peu de mal à le trouver. Le moteur ne comprend pas le tiret puisqu'il ne le voit pas. Mais si je mets entre guillemets, il va chercher les deux 2019 et 1333 à coller, ce qui va nous permettre d'avoir voilà, donc évidemment le lien raccourci vers le décret. Et puis, si vous filtrez sur la jurisprudence, ici, vous voyez qu'il y a déjà 56 arrêts qui ont été rendus sur le régime intermédiaire, sur le régime provisoire, de cours d'appel différents sur la rédaction antérieure au décret, la rédaction nouvelle du décret et comment suivre le contentieux dans cette période transitoire entre deux textes. Il y a déjà un contentieux qui, jusqu'à maintenant, était assez fourni, qui va peut-être se mettre un petit peu en veille maintenant. Ce que je vous propose de faire également, en créant une veille, de la même façon que je vous l'ai montré tout à l'heure, là, vous pouvez créer une veille quotidienne ou hebdomadaire pour recevoir en ligne tous vos arrêts qui mentionnent ce décret-là. Donc, ce qu'il va chercher, le moteur de recherche, il ne comprend pas les mots, enfin, il n'est pas intelligent, ce n'est pas encore une intelligence artificielle, ça sera le futur moteur. Celui actuel, il va comprendre les mots. Donc, en fait, à chaque fois que le visa de ce décret-là
sera mentionné dans la rédaction de l'arrêt, il va l'extraire et vous l'envoyer par email si vous avez installé une veille. Donc, je vous recommande de suivre l'actualité de cette période transitoire en installant une veille, sachant qu'elle sera incomplète. Il faudra la coupler avec évidemment la veille sur le visa de l'article du CPC lui-même pour la période définitive, une fois que la période transitoire sera terminée. Mais là, c'est vraiment au visa du décret, qu'est-ce qui se passe dans l'entre-deux, comment je fais pour suivre et quels sont les incidents de procédure sur lesquels le moteur peut vous alerter. Voilà, je vous repasse, c'était très bref et tout ça est dans le PowerPoint, vous pourrez poser des questions et on pourra revenir dessus. Bien, mais je crois que l'exécution provisoire était le dernier point. Absolument. Alors, nous avons Florence qui nous a rejoint, Oui. finalement, qui a réussi à se Bonjour. Et qui peut nous proposer si vous êtes toujours connecté, je vois que vous êtes encore 187 à être connecté. Il y a eu quelques questions qui ont été posées pendant le webinaire. On va peut-être les adresser maintenant. Florence ? Oui, bonjour à tous. Alors, les quelques questions concernent beaucoup la représentation obligatoire, maître. Oui. Notamment, on m'a demandé si vous pouviez nous rappeler l'article du Code de l'organisation judiciaire avec la liste des contentieux sur la représentation obligatoire d'un avocat. Je pense que c'est les compétences exclusives du tribunal judiciaire, c'est l'article R211-3-26. Voilà, merci. 3-26 du Code de l'organisation judiciaire. Vous avez la liste. C'est bien fait, hein, le Code de l'organisation judiciaire. On le lit moins que le Code de procédure civile. Mais quand on a un problème de compétence un peu compliqué, je pense que la bonne méthode, c'est de prendre le Code de l'organisation judiciaire pour être bien certain du choix du juge. Voilà. Alors, en fait, ça ne change pas grand-chose. Hein. Ce sont les mêmes compétences exclusives qui existaient auparavant. J'ai une autre question. Cette autre question, c'est est-ce que l'absence de postulation devant le tribunal de commerce, malgré la représentation obligatoire, oui, est-ce que cela signifie qu'un avocat parisien n'a pas besoin de prendre un postulat en province? Exactement. Et voilà, c'est-à-dire qu'en fait, en matière commerciale, il n'y a pas de postulation. Donc, il y a avocat obligatoire au-dessus de 10 000 euros. Mais pour le tribunal de commerce, par exemple, hein, là, il n'y a pas de postulation, donc on peut aller en province plaider, il n'y a pas de souci. En revanche, devant le tribunal judiciaire, non. En fait, c'est pour les référés que ça va changer, parce que pour les référés, on pouvait aller plaider en référé devant tous les TGI, on n'avait pas besoin de postulants. Maintenant, ça va être le cas, et quand même les référés, c'est quand même une procédure. On fait beaucoup de référés. Là, il va y avoir un vrai impact, notamment les référés expertise. Hein. On fait beaucoup de référés expertise, représentation obligatoire. Alors, j'ai une question sur comment s'appliquent dans le temps les nouvelles règles de représentation obligatoire. Par exemple, sur un jugement rendu en janvier 2020 par un tribunal de commerce pour une créance supérieure à 10 000 euros, doit-il faire l'objet d'une notification préalable entre avocats? Est-ce que ça s'applique à partir du 1er janvier 2020 ou à partir de septembre 2020? Alors, pour quel tribunal de commerce? Alors, c'était pour un tribunal de commerce, c'est-à-dire il y a eu un jugement rendu en janvier 2020 pour une créance supérieure à 10 000 euros. Est-ce que ça doit faire l'objet d'une notification préalable entre avocats ou cette règle s'applique-t-elle uniquement aux instances introduites à compter de janvier ou de septembre 2020? En fait, pour la représentation obligatoire, c'est entré en vigueur au 1er janvier. Alors, effectivement, là, la procédure a commencé avant, mais moi, dans le doute, je notifierai à avocat. Moi, je le ferai. D'accord. J'ai une autre question, c'est à défaut de constitution d'un défenseur sous peine d'irrecevabilité du défenseur dans les 15 jours suivant l'assignation.
le droit ancien ne sanctionnait jamais ce délai pour le défendeur, sauf à ce que la clôture soit prononcée sans qu'il ait pu faire valoir ses arguments. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Alors, c'est pas tout à fait. Pour la Constitution, en fait, le défendeur, effectivement, doit constituer assez rapidement, bien sûr, puisqu'on a cette idée de 15 jours, et il y a effectivement une nouvelle sanction qui sera l'irrecevabilité, voilà, alors, bon, le défendeur n'a pas constitué, donc de toute façon, il y aura un défaut de comparution, et je pense qu'à l'audience d'orientation, le juge renverra directement à l'audience. Comment justifier que l'exécution provisoire est compatible ou non avec la nature de l'affaire? En général, il y a un critère temporel. Déjà, si l'affaire est ancienne, effectivement, l'exécution provisoire, elle vise à anticiper. Bon, donc, c'est un bon critère. Mais en fait, c'est plus. En fait, en pratique, on posait plutôt le problème à l'envers. C'est-à-dire, on se demandait quelles étaient les affaires qui étaient incompatibles avec l'exécution provisoire. Bon, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Elles sont souvent compatibles avec l'exécution provisoire. Sauf effectivement à immédiatement faire valoir les conséquences voilà, excessives que pourrait avoir cette exécution provisoire. Alors, y a-t-il une exigence procédurale pour transmettre une constitution? Quand la personne a commencé, la constitution d'avocat a été notifiée par huissier notificateur, puis par RPVA. Maintenant, peut-on transmettre une constitution par mail au tribunal de commerce ou au tribunal judiciaire? Alors, excellente question. Lorsque la procédure est orale, moi je l'ai vécu ça, j'ai fait 2 audiences, procédure orale avec constitution d'avocat à l'audience, ça peut se faire à l'audience. Maintenant, l'acte de constitution, moi je l'adresse à mon confrère, ça c'est sûr, et ensuite, d'une manière ou d'une autre, je le remets au greffe, soit à l'audience, si ça référé. D'accord. Toujours sur la Constitution, Maître Fouché, à ma connaissance, le délai de 15 jours n'est pas assorti de sanction. Y a-t-il eu un changement? Et comment se constituer dans les 15 jours si l'affaire passe avant? C'est le risque. C'est le risque, c'est-à-dire qu'en fait, on aura la possibilité, lors de l'audience d'orientation, le risque, c'est que l'affaire soit renvoyée directement à l'audience. Et voire comment même sans audience. À ce moment-là, moi, je serai l'avocat du demandeur, je demanderai une procédure sans audience, et puis, clic-clac Kodak, j'ai un jugement réputé contradictoire. Et comment peut-on se constituer dans les 15 jours si l'affaire, c'est ça, hein, si l'affaire n'a pas été encore placée ou que l'on n'a pas de numéro de RG et que l'on doit cependant le faire par RPVA avec un numéro de RG? En fait, lorsque l'on prend une date, ce qui va être le cas, on va avoir un numéro de RG provisoire, et c'est ce numéro qu'il faut absolument communiquer, voilà, aux confrères pour qu'il puisse faire sa constitution. Ça, c'est pour les procédures tribunal judiciaire où la constitution se fait par du défendeur, elle se fait par RPVA. On va peut-être arrêter les questions. Je vous remercie beaucoup, Maître, pour la clarté. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et d'avoir répondu à toutes ces questions au pied levé. Voilà, le webinaire est enregistré, donc nous le mettrons à disposition sur le site de l'assistance.lexisnexis.fr. Vous pourrez le réécouter. Si vous avez toujours d'autres questions qui n'ont pas pu être adressées aujourd'hui, je vous recommande de nous les envoyer à formation.internet@lexisnexis.fr. Donc, je vous rappelle les 2 adresses. Le webinaire sera publié, l'enregistrement de ce webinaire sera publié sur le site de l'assistance.internet, assistance.lexisnexis
www.assistance.lexisnexis. Et puis, pour envoyer des questions, d'autres questions, c'est formation.internet@lexisnexis.fr. Voilà. Et puis, le document à distribuer est disponible également et il sera partagé dans le site de l'assistance LexisNexis. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous remercie infiniment, Maître, d'avoir bien voulu à distance dans des conditions un peu particulières parce qu'on devait être tous ensemble dans une salle et puis on a dû se réorganiser et c'était très clair et j'espère que nous aurons d'autres occasions de présenter d'autres réformes avec vous. Merci, moi aussi. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.